On me dit qu'on peut commencer la seconde mi-temps après l'extraordinaire spectacle de Nicolas Turon et de la Compagnie des Eaux pour continuer à essayer de répondre après ce spectacle à cette question: à quoi ça sert le football? Cette question qui peut sembler naïve, absurde, voire futile, et pourtant, quelle autre activité rassemble dans un même stade ou devant la même télévision des hommes d'affaires bien fringués dans un grand bâtiment en verre à Genève et des gamins des favelas de Rio? Quel autre sport peut remplir les Champs-Élysées, nous faire monter sur le toit des bagnoles en hurlant une chanson à la gloire de la frappe de bâtard d'un obscur latéral droit français, ou rendre suspect tout individu qui aurait l'audace et le mauvais goût de se balader à Lyon avec un vêtement de couleur vert? Rien d'autre que le football, ce truc bizarre qui fait se lever le dimanche matin aux aurores des millions de gamins à travers le monde qui partent s'entasser dans un bus dégoulinant de sueur pour jouer contre l'équipe du patelin d'à côté. Le foot qui crée des mythes, détruit des vies, remplit les rêves des foules sentimentales, décore les murs de nos chambres d'enfants, remplit nos albums Panini, laisse ruisseler des torrents de larmes, mais peut parfois aussi décrocher les étoiles depuis les toits des stades jusqu'aux pelouses d'un verre immaculé, les nuits d'épopées légendaires. Le football semble consacrer les plus vils travers et les plus beaux moments de grâce d'une époque qui manque un peu de transcendance. Les mafieux en col blanc, l'esclavage moderne, la dérégulation financière, le sexisme, le racisme, la corruption, la violence aveugle, et puis aussi, bien sûr, des émotions folles. 50 000 corps qui se lèvent comme un seul homme lorsque Lionel Messi s'empare du ballon. La construction d'une identité collective, d'un jeu JEU qui veut dire nous, des nuits d'ivresse et d'amitié, la transmission d'un père à son fils, les dribbles chaloupés d'un petit gamin né dans la misère de Buenos Aires et qui soudain fait chavirer le monde. C'est donc qu'il y aurait autre chose qu'un simple sport derrière les passes hallucinantes de Michael Laudrup, l'élégance de Zidane, les coups de gants de Gianluigi Buffon, le génie de Johan Cruyff, les tacles rageurs de Franz Beckenbauer ou les courses fabuleuses d'Antoine Griezmann. À quoi ça sert tout ça ? Pourquoi ça nous structure? Comment un sport a-t-il réussi à conquérir le monde et à le transformer un peu? Comment le monde, de son côté, s'est-il fondu dans une autre sphère que lui-même, un ballon blanc et noir qui traverse les stades climatisés, les villages africains et les city-stades des villes de banlieue? On va essayer d'en parler parce qu'il paraît qu'il y a de la poésie dans tout ça, de la politique et de la littérature, des sociétés humaines, des cultures qui naissent et qui disparaissent, des débats esthétiques et un monde qui se crée. Il paraîtrait même qu'après les dribbles de Maradona, le silence qui suit est toujours de Maradona. Bonsoir Vincent Duluc. Bonsoir. Merci. Vous êtes l'invité exceptionnel de Démo et Débat et c'est un véritable plaisir de vous recevoir. Je vais vous présenter brièvement pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes journaliste et écrivain. Journaliste, leader de la rubrique football à l'équipe que vous avez rejoint en 1995. Vous intervenez régulièrement sur ce sujet sur RTL, M6 ou sur la chaîne L'équipe. Et dans ce domaine, vous êtes aussi depuis 2019 le président du Musée national du sport situé à Nice. Et romancier donc aussi, auteur notamment, je ne vais parler que des livres foot, de George Best, le 5e Beatles publié chez Stock en 2014, le portrait du destin incroyable de cette véritable pop star qu'était le footballeur George Best, et auteur aussi d'un Printemps 76, toujours chez Stock, publié en 2016, qui revient sur l'épopée européenne de Saint-Étienne en Coupe d'Europe, des récits sensibles, mêlant des souvenirs personnels à la grande histoire footballistique, et que vous pouvez retrouver dans notre librairie éphémère avec une autre sélection de livres sur le foot. Alors justement, on va commencer par là, par la passion du football. Ça va faire un beau lien avec le spectacle qu'on vient de voir, qui naît souvent d'un moment, d'une éducation, de rencontres. Comment avez-vous développé votre intérêt pour le foot? Quel est votre premier souvenir de match? Comment c'est né en vous? Alors je ne saurais pas dire comment c'est né en moi. Je me souviens juste que mes premiers souvenirs, c'était une espèce de fascination qui était à la fois à la télé, pour les matchs très rares, puisque moi j'ai grandi à la fin des années 70, début des années 70, le foot était en noir et blanc, on avait 6 matchs par an. Donc c'est peut-être la rareté au début qui m'a
m'a attiré. Puis il y avait une espèce de magie à la fois dans le mouvement, dans le bruit des commentateurs qui venaient de loin. Il y avait cette espèce de crachotement à chaque fois. Quand Thierry Roland disait ici Sofia, déjà j'avais l'impression de voyager et que c'était un voyage exotique. Donc il y a eu ça, il y a peut-être un peu de prisme paternel, parce que mon père est stéphanois et a passé son enfance à Geoffroy Guichard, donc je pense qu'il a un peu, ça m'a un peu influé. Et puis une volonté aussi, peut-être un désir parfois d'échapper à la vraie vie pour se plonger dans cette vie parallèle. Et en fait, le foot a toujours été présent chez moi. Ça m'a appris très jeune la géographie. Je pense qu'à l'âge de 6 ou 7 ans, je savais que Schalke 04, c'était pas une ville. Et je connaissais toutes les villes de Roumanie à peu près, toutes les villes de Tchécoslovaquie. Donc, je connaissais la différence entre les Finlandais et les Suédois à 6 ans. Donc voilà. Donc moi, ça m'a structuré, mais ça m'a structuré un petit peu par le rêve et par la distance. Pour moi, la narration du foot, elle reposait beaucoup sur l'imaginaire, puisque peu de matchs à la télé. Mon rapport le plus, charnel au foot, c'était d'avoir l'oreille collée contre la radio le samedi soir pour les multiplex. Voilà. Et me dire un jour, ça serait quand même fantastique, si au lieu d'écouter, on pouvait voir les images. Puis un jour, le multiplex est arrivé avec les images. Et donc voilà, ça a été une passion qui dépasse un peu le foot, parce que je suis vraiment passionné de tous les sports. Mais je saurais pas comment ça s'est installé. Après, il y a eu des bornes importantes. Je suis Bressan, mon premier match Bressan, c'était à Cuiseaux-Louan, à l'époque où on appelait Cuiseaux-Louan et pas Louan-Cuiseaux. Ensuite, mon premier match à l'étranger, c'était un Arsenal Wolverhampton à Pâques 72 avec mes parents à Londres. Ça, je me rappellerai toujours. J'étais vacciné ce jour-là. Pas vacciné, ça m'a inoculé le virus ce jour-là pour toute la vie. Et puis, j'ai mon premier match en France, mon grand match, c'était Saint-Étienne-Kiev en 1976. Donc voilà, ça a été des moments importants. Mais comme téléspectateur, je pense que c'est la Coupe du Monde 70 au Brésil qui a été magique pour moi. Voilà. Je me souviens, on rentrait de l'école, les matchs étaient rediffusés, et je me souviens de quelques matchs en direct, et voilà, c'est là vraiment que je me suis dit que c'était vraiment bien et mieux que beaucoup d'autres choses. Et comment ensuite on passe à l'écriture sur le foot ? Donc on va sauter sur une vie de cancre d'abord. Parce que j'étais un peu cancre, mais c'est parce que je suis fils de prof, et pour les profs, c'est jamais assez bien, donc autant rien faire en fait. Donc ça a été mon parti pris. Mais en fait, adolescent, j'écrivais des petits livres pour moi avec des agrafes et tout, je découpais des photos, je faisais un peu tout ça. Et puis j'ai commencé à être pigiste à Bourg-en-Bresse très très jeune, à 17 ans, pour le Progrès, et voilà, et j'ai commencé à écrire, et je me suis rendu compte que ça pouvait être une vraie vie, que ça pouvait être un vrai travail. Alors après, j'ai un autre principe, c'est qu'il ne faut jamais quitter la presse pour le monde du travail. Et ça, je le dis à tous mes copains, c'est très important. Mais au-delà de ça, voilà, j'ai toujours su que ça serait une vie fantastique de travailler quand les autres se reposent, de se reposer quand les autres travaillent, d'être payé pour aller voir des matchs, de commencer cette vie de journaliste en écrivant sur les matchs de mes copains de lycée. Enfin voilà, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui allait me tirer et me faire en sorte que je sois heureux tous les matins de me lever pour aller faire ce boulot-là. Et l'écriture elle-même, je pense qu'au début, j'étais tellement timide que je me suis dit qu'il allait vraiment falloir que j'écrive bien pour m'en sortir, parce que j'allais pas parler facilement aux autres. Bon, j'ai fait des progrès depuis. J'arrive plus facilement à parler, mais au début, c'était un vrai truc. Je m'étais dit qu'il fallait vraiment que j'ai du style, parce que comme j'ai commencé très jeune et que j'étais timide, en plus j'étais un peu bègue, je me disais j'arriverai jamais à leur poser des questions. Donc très vite j'ai commencé à chercher un peu des maîtres, que ce soit dans le journalisme ou dans la littérature, et me dire voilà, j'aimerais bien atteindre cette fluidité-là, j'aimerais bien trouver quelque chose qui me corresponde. Ouais. Et aujourd'hui, dans votre métier, à la fois de journaliste et de romancier, vous faites un pont d'écriture, ou vous vous sentez véritablement un auteur différent quand vous écrivez pour l'équipe et pour... C'est pas la même chose, parce que quand on écrit pour l'équipe, on écrit quand même... Enfin, on
on doit respecter un peu le cadre du journal. Le cadre du journal, c'est respecter une ponctuation, c'est respecter une charte, enfin voilà, c'est respecter certaines choses et ne pas faire des phrases de 25 lignes sans point. Il faut que le lecteur respire, valider des choses toutes bêtes. Donc en fait, la vraie liberté, c'est d'écrire des livres, parce que là, on maîtrise tout, la construction, la forme, le fond. Quand on écrit dans un journal, ça rentre dans un journal, même si j'ai la chance d'avoir beaucoup de liberté d'écriture à l'équipe, dans le fond comme dans la forme, je peux quand même pas m'affranchir complètement de la recherche d'unité un peu du journal. Donc formellement, il y a vraiment que les livres qui donnent cette liberté-là. Alors justement, la liberté des livres, on va évoquer la figure de George Best, sur lequel vous avez écrit le 5e Beatles. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, comment présenter la figure incroyable qu'était George Best ? Mais d'abord, c'est difficile de présenter George Best sans présenter l'Angleterre des années 60, parce qu'il arrive au beau milieu de la Révolution, il arrive au milieu de l'invention des mini-jupes, il arrive dans le swinging London, il arrive... Avant lui, tous les footballeurs, et notamment les footballeurs anglais, c'était des types un peu tristes aux cheveux courts, avec des grands manteaux gris. Et tout d'un coup, il y a un type qui était coiffé comme les Beatles, qui venait en chemise jaune, en pantalon de velours mauve, et dans des voitures de luxe. Et les filles criaient quand il arrivait et criaient quand il repartait. Voilà, c'était effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, la première... star pop du foot. En fait, il avait une vie de star du rock. C'était la personnalité, je pense, en Angleterre, la plus photographiée des années 60, avec les Beatles et la famille royale. Donc, il était à la fois à la une et à la fin des journaux populaires. À la une des journaux, c'est les faits divers, et à la fin des journaux, c'était le sport. Donc, lui, il était parfois des deux côtés le même jour. Et il a vécu une vie, voilà, complètement un peu décalée. Il a brûlé un peu, brûler un peu sa vie, brûler un peu sa carrière. Malgré tout, sa carrière a été très longue. Il a joué 450 matchs à peu près avec Manchester United, mais à un moment où on ne pouvait pas changer de club, où les contrats vous liaient éternellement au même club. Et puis à 22, 23 ans, il a commencé à être moins bon. Puis à 25, 26 ans, c'était quasiment la fin. Mais c'est quelqu'un qui était tellement un personnage public, tellement une star en Angleterre que jusqu'à la fin de sa vie, chaque moment de sa vie a été suivi, finalement, a été chroniqué un peu par la presse. Voilà, il a eu une vie publique jusqu'au bout, mais une vie surtout flamboyante, et il est resté célèbre à la fois pour un peu les souvenirs qu'on peut trouver sur YouTube, par exemple, de sa grâce, parce que c'était un dribbleur fantastique. Et c'est sans doute ce qui est le plus fascinant dans le foot, c'est les dribbleurs. C'est la manière dont ils effacent les défenseurs, dont ils donnent l'impression de glisser pendant que les autres ont l'air de courir difficilement. Et puis sa vie flamboyante, c'est aussi ses excès, ces formules aussi, parfois apocryphes, mais qui souvent réelles, qui nous font passer des belles soirées quand on commence à en faire la liste, quoi. La plus célèbre est toujours la même, c'est j'ai dépensé tout mon argent en alcool, en voiture et en filles, tout le reste je l'ai gaspillé. Et ce roman, c'est aussi un roman d'admiration pour le foot anglais, pour l'atmosphère si particulière à la fois de la société anglaise et du foot anglais. Qu'est-ce qui vous a accroché à l'Angleterre ? Je sais qu'on en parlait tout à l'heure, vous y passez encore de très nombreuses... Oui, malheureusement, je n'ai pas pu y retourner depuis le début mars, et je ne sais pas quand je pourrais y retourner, et je porte déjà le deuil de mon premier Boxing Day depuis 20 ans sans aller en Angleterre, parce que je sens bien que ça va être impossible. Ce que j'aime là-bas, en fait, tout bien réfléchi. Bon, de toute façon, ce que je cherche dans le foot, dans le stade, mais comme dans le reste, comme dans le cinéma, comme dans la musique, comme tout, c'est un peu l'émotion. C'est arriver à un endroit et ressentir d'abord l'âme du lieu avant que ça commence, sentir un peu l'odeur de la soirée qui arrive, et puis voilà, être pris par la couleur, par l'atmosphère, par un peu tout ce qui va arriver, par l'éventuel esthétisme du match qui va venir. Mais en Angleterre, surtout, je pense que ce qui m'a séduit, c'est que par rapport à la France des années 70, tout d'un coup, j'étais dans un pays où le football était une culture, où c'était important pour le pays, où c'était respecté, où c'était important en fait. Et c'est ça, je crois que c'est ça qui m'a séduit. Je me suis dit que quand on aimait le foot, ce pays-là était le paradis en fait. Alors justement, là, vous dites le foot respecté dans les années 60. On va parler de votre autre roman, Un printemps 76.
l'épopée de Saint-Étienne en Coupe d'Europe des clubs champions, à l'époque, devenue la Ligue des champions. Est-ce que c'est le moment où la France commence à s'intéresser au football ? C'est un peu paradoxal parce que c'est un moment où effectivement, c'est un moment encore où tous les cœurs sont à prendre en France. C'est-à-dire que le supporterisme est encore pas dans les esprits, c'est pas encore clanique. C'est-à-dire que tout le monde est pour l'équipe française qui va aller loin et tout d'un coup Saint-Étienne est un feuilleton à cheval sur à peu près 3 saisons, mais on va dire de l'automne 74 à leur élimination à Liverpool en mars ou avril 77. Donc c'est vraiment sur 2 ans et demi. Mais ce feuilleton-là, ça crée une popularité invraisemblable dans tout le territoire autour des Verts, ce qui est quelque chose aujourd'hui qui serait impossible. Toute la France sera jamais pour le PSG, toute la France sera jamais pour l'OM, peut-être pour Metz, si ça revient. Mais voilà, il peut plus y avoir comme ça une affection aussi partagée. Alors il y a eu une fièvre verte, une vraie fièvre. Tous les gens qui ont à peu près mon âge ou qui en plus se souviennent ce que c'était. Mais c'était complètement fou. Je cite un moment dans le bouquin, il y avait une soirée Guilux où sur le générique, toutes les stars de la chanson française avaient le t-shirt des Verts, allez les Verts. Enfin voilà, c'est quelque chose comme voilà, toute la France était verte. Mais malgré tout, moi, ce qui m'a marqué quand je me suis replongé dans tout ça, c'est le mépris des classes intellectuelles pour le foot. C'est le mépris des classes intellectuelles qui soutenaient des idées. Qui soutenait la classe ouvrière dans la vraie vie, mais qui méprisait ce qui intéressait la classe populaire, en fait. Et ça me surprend. C'est quelque chose que j'ai eu un peu de mal intellectuellement à accepter, quoi. Cette espèce de rejet et de mépris de classe, un petit peu. Voilà. Et c'est quelque chose qui est passé. Et c'est quelque chose qui a changé dans les années 90. Alors pas tellement avec la Coupe du Monde 98, parce qu'on sent bien qu'en 98, il y a une confusion un peu entre la culture de la victoire et la culture du foot. C'est la victoire qu'on a célébrée plus que le foot lui-même. Mais malgré tout, le foot aujourd'hui a pris une place très différente dans la société, y compris dans le milieu culturel. Et quand on voit la librairie éphémère, on voit bien qu'il y a vraiment de la... Mais on en parlera peut-être plus tard. On en parlera un peu plus tard. Effectivement, parce que j'aimerais juste rester sur cette épopée pour commencer à aborder les liens ténus entre foot et politique, entre foot et identité notamment. La finale de 76, c'est la défaite de Saint-Étienne face au Bayern Munich, les fameux poteaux carrés. D'ailleurs, on en a mis ce soir pour se souvenir de cette finale. C'est aussi le début d'une grande rivalité entre la France et l'Allemagne en foot. J'aimerais qu'on voie une autre image. C'est celle de Patrick Battiston au sol, 1982, France-RF en demi-finale de Coupe du Monde après un choc avec le gardien allemand Harald Schumacher. Ça marqué aussi la génération post-Seconde Guerre mondiale, cette rivalité entre la France et l'Allemagne. Oui, alors c'est quelque chose qui n'existe plus du tout aujourd'hui, Dieu merci. Enfin, voilà, je pense que quelles que soient les régions, ça n'existe plus du tout. Mais au moment de Séville, effectivement, pendant tout l'été, tous les surnoms hérités de la Deuxième Guerre mondiale revenaient dans les campings. Et il y a eu des vraies tensions, il y a vraiment quelque chose qui est remonté à la surface. Je pense que c'était moins net en 76 parce que c'était peut-être entre 2 clubs, mais qu'en 82 c'était vraiment entre 2 pays et la manière dont ça s'est passé, effectivement, qui est symbolisée par l'agression d'Harald Schumacher, et puis le sentiment d'injustice a fait remonter un peu tout ça. Mais je pense quand même que c'est vraiment un des derniers exemples et qu'après on trouve pas beaucoup d'équivalents et c'est quelque chose qui a vraiment disparu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Même si le foot d'aujourd'hui entretient le chauvinisme ou une partie du nationalisme, je trouve que, enfin, du moins, quand la France est concernée, il n'y a pas ça. Alors évidemment, dans l'organisation des Coupes d'Europe ou des éliminatoires, on sait très bien que les clubs arméniens ne peuvent pas rencontrer les Turcs et qu'actuellement les clubs ukrainiens ne peuvent pas rencontrer les clubs russes en Coupe d'Europe. C'est des choses dont il faut évidemment tenir compte, mais vu de France, je pense que c'est quelque chose qui n'existe plus. On va rester dans les choses qui fâchent avant d'aborder les plus belles choses que le foot peut nous apporter. Avec cette une, 2010, l'équipe, l'exclusion, nous sommes donc phase de poule de la Coupe du Monde 2010, après France-Mexique, il me semble. Un samedi matin.
Défaite de l'équipe de France, et cette une de l'équipe, Nicolas Anelka aurait, à la mi-temps de ce match, dit à son entraîneur les mots qui sont marqués sur cette une. C'est un moment où le foot devient éminemment politique. On va le voir simplement pendant 1 minute dans un petit reportage, et ensuite j'ai quelques questions à vous poser. L'équipe de France a quitté l'Afrique du Sud et l'hôtel Petzula de Naïsna mercredi soir. Après une escale au Cap, les Bleus devaient faire un nouveau stop à Niamey au Niger pour effectuer le plein. Leur arrivée au Bourget est prévue ce jeudi à 11h30. Un dispositif de sécurité impressionnant devrait être déployé afin de protéger les joueurs, objet d'un énorme sentiment de rancœur dans le pays. Avant eux, Florent Malouda avait eu le privilège d'anticiper son départ, quittant l'hôtel vers 15h30. Le joueur de Chelsea regagnant directement Londres, où il devrait rejoindre sa femme qui a donné naissance à leur enfant juste avant la Coupe du Monde. L'échec de l'équipe de France en Afrique du Sud n'a pas laissé le gouvernement indifférent et tourne à l'affaire d'État. Ce mercredi, à l'Assemblée nationale, Roselyne Bachelot a fait le bilan de cette campagne mondiale, dénonçant l'échec du football français. Je ne peux que constater, comme vous, cher Jean-François Lamour, le désastre, avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés, un coach désemparé et sans autorité, une fédération française de football aux abois. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de prendre toutes ses responsabilités. Peu après, c'est une réunion de crise qui était organisée à l'Elysée. Le président Nicolas Sarkozy a demandé au gouvernement de veiller à ce que les joueurs ne touchent aucun avantage financier après ce désastre. Mais surtout, le président a réclamé la tenue en octobre prochain d'états généraux du football français. On en oublierait presque que le temps manque. Les Bleus repartiront en campagne de qualification à l'Euro 2012 dans un peu plus de 2 mois. C'est pas un peu trop? Mais ce qui est marrant, c'est qu'avec le recul, ça semble effectivement un peu ridicule. Enfin, surtout notre amie Roselyne, on sent bien. En plus, c'est pas un sujet qu'elle maîtrise spécialement. Donc, mais là-dessus, Nicolas Sarkozy l'avait joué plutôt Ponce Pilate sur le coup quand même. Il avait reçu Raymond Domenech avant la Coupe du Monde et il en avait conclu qu'il fallait surtout pas qu'il se mêle de ça et qu'il allait envoyer ses 2 ministres, Ramayad et Roselyne Bachelot, qui allaient un peu se disputer la dépouille. Donc oui, effectivement, la présence du politique est marquante, mais quand je disais tout à l'heure qu'en 98, on confondait la culture du foot et la culture de la victoire, il est évident que la classe politique en 98 est allée au secours de la victoire. C'est pas le foot qui l'a intéressé, c'est le bénéfice qu'elle pouvait en tirer. Du coup, il y a eu une confusion, une ambiguïté. Et l'ambiguïté était importante aussi autour du slogan Black Blanc Beurre, qui était vraiment quelque chose de rassembleur et qui avait un sens, mais finalement, à partir du moment où on a commencé à compter, il y avait les prémices de la défaite des années qui allaient venir sur ce plan-là. Donc c'est très compliqué de lier la politique et le foot quand même. Ça finit toujours mal. Vous pensez que les footballeurs doivent être des exemples pour la jeunesse? C'est ce qu'on avait reproché à Nicolas Anelka à l'époque. Mais moi, bien sûr que je pense que les footballeurs doivent être des exemples pour la jeunesse. Ils sont des héros pour les jeunes, donc ils doivent être à la hauteur de ce statut-là. Mais comme n'importe quel modèle de la société en général, ni plus ni moins. Après, sur 2010, c'est un peu compliqué, parce que avec du recul, il est évident que mon journal, mais là c'est entre nous, a une part de responsabilité là-dedans, puisque c'est cette une qui a déclenché un peu tout. J'allais vous parler de la responsabilité du journaliste de foot là-dedans. Mais c'est une responsabilité... le problème, c'est compliqué. Enfin, c'est que c'est compliqué. Si... avec la même photo de une, à la place de ce titre, de mettre les vrais mots, on titre « Le Clash », et qu'il y a exactement le même papier à l'intérieur, il n'y a pas de conséquences. C'est le fait d'avoir écrit les mots en entier, à la une, que pour moi reste une idée tout à fait contestable. Je pense que je ne l'aurais pas fait. C'est de mettre les mots en entier qui ont créé la réaction et qui ont suscité après l'expulsion d'Anelka. Autrement, la fédération ne l'aurait jamais expulsé, et c'est l'expulsion d'Anelka qui a suscité la grève. Puis la recherche de la taupe. Enfin bref, là, on s'éloigne. Mais voilà, donc oui, bien sûr qu'il y a une responsabilité, mais en même temps, bon, comme je prends souvent la parole publiquement, j'ai dû être un de ceux qui ont le plus défendu cette une, même si moi je ne l'estimais pas complètement défendable, mais j'ai quand même été un de ceux qui l'ont le plus défendu. Ce que j'ai souvent dit, c'est que c'était une qui avait un sens, parce que par rapport à la déliquescence quand même de cette équipe et de l'atmosphère autour d'elle,
voilà, c'est quelque chose qui correspondait quand même à la période. Le journal, l'équipe on le voit, un vecteur d'émotions collectives, qu'elles soient négatives ou positives, comme les unes de victoires en Coupe du Monde. On se souvient des deux, 98 et 2018. Comment on construit ces unes, dont on sait qu'elles vont être extrêmement bien vendues, qu'elles vont se retrouver dans les chambres des gamins Voilà, comment vous construisez ce moment-là? Alors en 98, c'était assez simple, c'était assez compliqué. Il y avait une telle importance industrielle. En 98, le dimanche soir, on a imprimé 1 million d'exemplaires. On ne pouvait pas faire plus. Mais pour imprimer 1 million d'exemplaires, il fallait que le journal parte super tôt, je crois à 23h ou 22h50, et le match s'est fini à 22h50. Ce qui fait que moi, en page 3, j'avais mon compte-rendu, que j'avais envoyé en 5 fois, enfin c'était super compliqué. Ce qui fait que je monte souvent le journal quand je fais des classes de journalisme, en leur disant « Qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qu'il n'y a pas ?» Et en fait, je vais vous dire ce qu'il n'y a pas. Il n'y a aucune photo de remise de la Coupe du Monde dans ce journal. Il n'y a pas de trophée. C'est le journal le plus vendu de l'histoire de la presse française. C'est sur la Coupe du Monde, et il n'y a pas une seule fois la remise du trophée de la Coupe du Monde. Il n'y a pas une seule, parce que c'était trop tard, il fallait gagner du temps, il n'y a pas une seule réaction. Il n'y a personne qui commande, qui dit quoi que ce soit. Il doit y avoir peut-être 3 mots de Jackie à TF1, et encore, je ne suis même pas sûr. Donc voilà, et donc on en a vendu 1 million le lundi, et on l'a retiré avec l'équipe du mardi, et on en a vendu 500 000 de plus le mardi avec l'équipe du mardi. L'autre, celle de droite, alors je suis content parce qu'à mon petit niveau, j'y ai participé. C'est qu'initialement, on devait faire une photo de Varane tout seul avec la Coupe du Monde, parce qu'on la trouvait super jolie et conceptuelle. Moi, j'ai dit non, une victoire en Coupe du Monde, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait l'équipe. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait un seul joueur. Donc, je suis content qu'il y ait plutôt toute l'équipe et un bonheur éternel plutôt qu'un seul joueur. Voilà. On va voir 3 visages maintenant, 3 des plus grands footballeurs français de l'histoire, 3 figures de l'immigration. Raymond Kopa, d'origine polonaise, Michel Platini, qu'on connaît bien ici, d'origine, enfin qu'on connaît ailleurs aussi bien sûr, d'origine italienne, et Zinedine Zidane, d'origine algérienne. J'y ai pensé en lisant votre livre sur George Best, issu du prolétariat ouvrier. Ces 3 types de prolétariat aussi, aujourd'hui ce serait plutôt le prolétariat des banlieues défavorisées. On pense à des figures comme Thierry Henry, Franck Ribéry, Mamadou Sakho. Est-ce que les pouvoirs publics n'ont pas délégué au foot ce qu'ils ont au fond cessé de faire dans la société? Est-ce qu'aujourd'hui on ne demande pas aux éducateurs, on ne demande pas au football une forme d'intégration que la société française ne permet plus? Je ne sais pas si on le demande au football, mais c'est un rôle qu'il a toujours endossé. C'est-à-dire que le vivre ensemble, le respect de la règle, le fait que tout le monde soit égal, c'est beaucoup plus près des valeurs du foot le samedi après-midi ou le dimanche après-midi que le lundi matin au boulot, quand même, globalement. Donc, je trouve que le foot a toujours été à la hauteur de cette attente-là, et que tous les débats qu'il y a autour de la responsabilité du foot, sur le comportement des supporters, par exemple, c'est un débat qui est un peu... On reproche des choses au foot qu'on passe au reste de la société. Donc c'est ça qui me dérange. Mais en même temps, parfois, le foot peut être une solution. Quand il y a un débat sur l'homophobie dans les stades, par exemple, je trouve qu'il y a la solution en même temps que le débat dans le foot. C'est-à-dire que les supporters eux-mêmes, par leurs banderoles, qui sont parfois un peu grossières et puis parfois un peu subtiles parce qu'ils veulent jouer avec la limite, ont réussi à fixer eux-mêmes le niveau au-dessus duquel il ne faut pas monter. Et donc, moi je trouve que le foot se comporte, enfin le foot, le sport en général, mais se comporte plutôt mieux que le reste de la société. Après, sur le prolétariat lui-même, bien sûr que c'est l'histoire du sport au XXe siècle, de toute façon, que tous les champions soient issus du prolétariat. Il y a très peu d'exemples. Enfin là, ça vient des classes ouvrières. À présent que la classe ouvrière a disparu, les champions, notamment dans le foot, on s'en rend compte. Moi, j'ai travaillé un peu sur les champions du monde 98. Il n'y a pas un seul joueur qui est issu d'une zone rurale. Tous les joueurs sont issus des grands bassins de population. Le seul qui vient d'une zone, qui vient pas d'une grande métropole, c'est Florian Thauvin qui vient d'Orléans, enfin d'à côté d'Orléans. Tous les autres, ils viennent d'une grande métropole. Donc oui, ça raconte l'évolution aussi de la société française par rapport à ça, bien sûr. Il aurait pu avoir Laurent Koscielny. Oui, il aurait pu avoir Laurent Koscielny, mais voilà, quelqu'un effectivement de la Corrèze, etc. Mais voilà, ça aurait été une exception. Mais lui-même, son trajet était atypique. Si le foot est facteur de lien entre les gens, on l'a un peu vu tout à l'heure,
Aujourd'hui, avec le Covid, les stades sont presque vides. Avec le couvre-feu cette semaine, on ne pouvait pas vivre le début des phases de poule de Ligue des Champions dans les bars. Comment vous percevez cette dissociation entre le spectacle du foot et l'émotion partagée ? Est-ce que ça n'accrédite pas l'idée d'un foot qui serait avant tout devenu un business et qui doit continuer à tout prix en dépit de la possibilité d'émotions communes ? Alors peut-être, mais le paradoxe, c'est que le symbole du foot business, c'est plutôt les stades pleins de 80 000 places que les stades vides. Ouais. Donc je trouve qu'il y a presque une pureté dans le stade vide, c'est qu'on revient à une espèce de pureté originelle du foot de la cour de récréation. C'est-à-dire que 2 équipes sont l'une face à l'autre, que personne ne regarde, et qu'on se dispute, voilà, et que chacun défend son camp, et qu'il n'y a personne autour. Moi, personnellement, je sais que pour tout le monde, moi, ça me manque terriblement. Je trouve que l'expérience du stade ne vaut que si elle est partagée. Alors, je suis content de retourner au stade, je suis content de retrouver mes rituels, parce que j'ai la chance de pouvoir y accéder. Mais si cette expérience-là est partagée, elle n'est pas partagée, pardon, elle ne vaut plus grand-chose. On est juste des témoins directs d'un match complètement silencieux. On entend l'écho, comme ça, on se croit un jour à l'entraînement. C'est un peu compliqué, mais malgré tout, je préfère ça à rien, en fait. Je préfère ce foot-là à pas de foot du tout. Je suis attaché au foot comme on le serait à sa série préférée. J'ai envie de voir l'épisode suivant, etc. Et même cette période-là, finalement, elle s'insère dans un feuilleton au long cours. C'est une période assez incroyable, mais ça rentre pour moi, ça rentre dans une narration globale, quoi. Le foot, donc, comme facteur de lien social, même si en ce moment c'est très compliqué, mais aussi de construction d'une identité collective. Je pense à une figure, Francesco Totti, qui est Rome, et Rome est Francesco Totti. À quel moment il arrive dans l'histoire que le football et certains joueurs deviennent des marqueurs tellement importants qu'ils rassemblent des gens autour d'eux ? Mais en fait, Totti, c'est l'histoire d'une fidélité, et ces fidélités aujourd'hui dans le foot sont de plus en plus rares, puisque l'évolution des contrats font que c'est un peu particulier, et parfois certaines fidélités sont un peu artificielles, parce qu'elles reposent justement sur les contrats, sur les augmentations de salaire, sur les prolongations, etc. et tout. Donc c'est quelque chose qui va pas rester. Je pense après, c'est la rencontre souvent d'un moment, d'un homme et d'un match. Si on prend par exemple l'exemple de Diego Maradona, qui a perdu de son aura, évidemment, pour tout ce qu'il est devenu depuis la fin de sa carrière, mais quand il marque ses 2 buts contre l'Angleterre en 1986, juste après la guerre des Malouines, il est forcément un héros différent dans ce contexte-là, pour tout le peuple argentin. Et le fait qu'il ait marqué un but fantastique, plus un but de la main, au contraire, ça renforce son aura, parce que marquer un but de voleur contre l'Angleterre, contre lesquels on était en pleine guerre, c'est quelque chose qui a presque plus de valeur qu'un but normal. Donc voilà, c'est souvent la rencontre d'un personnage et d'un moment. Et pour Totti, oui, voilà, c'est l'homme d'un seul club, et c'est quelque chose qui n'existe plus beaucoup. Le hasard, vous ne le saviez pas, veut que, pour parler de quitter un peu la politique et parler de l'esthétique, je voulais vous montrer à vous un but. Et bien il se trouve, on va le lancer dans un instant, que c'est le but dont vous venez de parler. Voilà, un de ces moments de suspension du temps. C'est bien produit. Hein. Que c'est vachement bien produit. Pour vous remettre dans le contexte, 22 juin 1986, à Mexico, l'Argentine et l'Angleterre se rencontrent en quart de finale de la Coupe du Monde. Quelques années plus tôt, l'Argentine s'est fait humilier militairement lors de la guerre des Malouines par le Royaume-Uni de Margaret Thatcher. Ce soir, pour eux, ce sera l'occasion de se venger. Car si l'Angleterre possède la meilleure armée du monde, son adversaire du soir compte dans ses rangs une bombe de première classe, Diego Armando Maradona. Ce soir-là, en première mi-temps, vous l'avez dit, Maradona marque un but de la main, la fameuse mano de Dios, la main de Dieu, façon bien particulière de faire ressentir aux Anglais le poids de l'injustice et de la ruse. Et puis en seconde mi-temps, parce qu'il n'est pas seulement l'interprète de Dieu sur terre, mais parfois Dieu lui-même, Diego Maradona s'empare du ballon depuis sa propre moitié de terrain. C'est à ce moment précis que la vidéo commence. L'image est de Maradona, mais le commentaire est du journaliste uruguayen Victor Hugo Morales. Le reste appartient à l'histoire. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercer tocar para Borruchaga, siempre Maradona.
Incroyable. Et c'est incroyable, mais ça me fait penser, donc, comme je travaille aussi sur le Musée national du sport à Nice, on est en train de chercher, de créer une salle, enfin une projection où il y a les plus grands moments du sport français. Parce que c'est un musée national. Et en fait, on se rend compte que nous, on va tous au stade pour chercher une émotion, on regarde les matchs pour une émotion, et l'émotion après coup, elle est inséparable du commentaire de l'instant. En fait, si vous regardez ce match avec une musique d'accordéon, ça ne vous fait pas du tout le même effet. Si vous le regardez avec une voix off normale, un comédien, ça ne va pas vous faire le même effet. Et si vous le regardez avec le son de l'émotion du moment vécu en direct, c'est ça qui produit le frisson. Et c'est nos vraies madeleines, en fait, c'est le son des commentaires pendant les exploits. Ceci dit, sur le plan visuel, quand on voit quelque chose, un but comme ça, on peut se demander si le football n'est pas un art, au même titre que la littérature, que la peinture. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pourrais défendre l'idée qu'il y a un art, et moi je le pense, mais en fait ça m'est un peu égal qu'on le pense ou pas. Mais oui, forcément, ce qui fait la différence dans nos souvenirs et dans nos hiérarchies, c'est le souvenir de la grâce, c'est ça qui fait la différence. Et le souvenir et la grâce, dans le cas de Maradona, elle vient du mouvement. Elle vient aussi je ne veux pas dire qu'elle vient de l'innocence, parce que l'innocence et Maradona dans la même phrase, c'est un peu compliqué. Mais elle vient de l'amour du jeu elle vient de l'invention dans un instant d'un geste que quelqu'un d'autre n'aurait pas pu faire. Donc c'est un art, mais c'est un art improvisé en fait. Mais qui est aussi lié à l'instant, parce que s'il marque ce but-là à l'entraînement la veille, tout le monde s'en fiche. C'est parce que c'est contre l'Angleterre, c'est parce que c'est la Coupe du Monde, c'est parce que c'est quelques années après la guerre des Malouines, voilà, c'est parce qu'il y a tout ça que ça apparaît un art. Mais bien sûr qu'il y a des footeux qui sont un art quand on regarde ce que fait Zidane contre le Brésil en 2006 ou ce qu'il fait contre le Portugal à l'Euro 2000. Il y a des tas de gestes qui sont complètement artistiques, il y a cette espèce d'élégance, il y a tous ces gestes qui sont épurés, cette simplicité-là, oui, c'est un art, bien sûr. Un art dans lequel il y a un débat qui dure depuis longtemps, celle entre les partisans de la victoire à tout prix, même si on ne joue pas très bien, et celle des tenants d'un beau jeu, même s'il y a défaite. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat ? Est-ce que vous le jugez légitime ? C'est compliqué parce que si le vainqueur a toujours raison, il n'y a plus de débat. Si le vainqueur a toujours raison, rien n'a de valeur. C'est ce qu'on a pu dire de la France championne du monde en 2018 justement. Oui, mais moi je pense que le vainqueur a raison, mais il ne peut pas avoir toujours raison et il ne peut pas avoir complètement raison. La victoire peut donner raison, mais pas complètement. C'est pas possible. Il y a forcément une autre démarche quand on crée une stratégie, quand on crée une équipe, que juste de devoir gagner à la fin. Bien sûr que c'est la finalité au très haut niveau, mais il y a forcément une démarche de créer du bonheur aussi chez les téléspectateurs. Il y a forcément une démarche de créer un sentiment particulier dans l'équipe. Bon, alors là, il faut que je fasse un petit pas de côté, parce que Didier Deschamps, il a créé un sentiment particulier dans l'équipe. Il a créé le renoncement à l'esthétisme au profit de la victoire, et ça, c'est fort d'avoir créé. Mais nous, on a le droit d'avoir un regard esthétique sur cette équipe-là. Si le vainqueur a toujours raison, c'est pas la peine de parler de foot.
Or, je trouve que c'est la peine de parler de foot. Or, je trouve que c'est une matière de débat. Et malheureusement, en France, la victoire en 98, elle a déstructuré le débat un peu. C'est-à-dire au-delà du conflit entre Jacquet et l'équipe, pendant très longtemps, tous les entraîneurs de France et tous les présidents de France nous ont dit « Mais écoutez, vous n'allez quand même pas nous critiquer alors que vous avez critiqué Jacquet qui a gagné. » Alors que ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que le foot est une matière de débat? Est-ce que le foot est une matière assez noble pour être un débat qui ne dépend pas du résultat? Dans d'autres domaines de la vie publique, par exemple, il ne viendrait pas à l'idée de dire on ne peut pas critiquer la politique du chômage parce que les chiffres de chômage ont baissé. Bon, c'est pas le cas, ça n'a pas baissé. Mais quand ça baisse, on ne dit pas non, on n'a pas le droit de critiquer la politique sociale parce que les chiffres sont bons. Mais le foot, c'est la même chose. On a le droit de critiquer une équipe qui gagne. Face à la figure de Didier Deschamps, justement, pour lequel la victoire, l'émotion de la victoire est la plus importante, il y a une figure sur laquelle... Juste une parenthèse. Oui. Il pense vraiment qu'il a été critiqué injustement, parce que le mardi après la finale de la Coupe du Monde en Russie, il m'a envoyé un texto qui commençait « Bonjour Vincent, désolé d'avoir gagné ». D'accord. Alors, quelqu'un qui n'écrit pas beaucoup de textos, je crois, mais une figure de laquelle j'aimerais que vous nous parliez, c'est celle de Marcelo Bielsa. Est-ce que vous pourriez présenter aux gens qui ne connaissent pas forcément cette figure étrange, étonnante du foot qu'est Bielsa? Alors, c'est un obsédé du football, un Argentin qui passe ses jours et ses nuits à regarder les matchs, à étudier les adversaires, à étudier sa propre équipe. Actuellement, il est entraîneur de Leeds, il a entraîné Marseille, il a entraîné Lille brièvement. Il n'est jamais resté 3 ans dans un club, sauf que là, il va rester 3 ans à Leeds et qu'il va battre son record. C'est quelqu'un qui parle en conférence de presse en regardant par terre, toujours en espagnol, toujours avec un interprète. Mais c'est surtout quelqu'un qui a une vision du jeu qui ne connaît qu'un plan A, en fait, qui refuse les alternatives, qui refuse, en quelque sorte, qui refuse la défaite de son raisonnement et la défaite de l'esprit. Il considère qu'il y a une manière de jouer au foot, et il se tient à cette manière. Et du coup, c'est soit flamboyant, soit déséquilibré, mais c'est jamais tiède, c'est jamais... il n'est jamais dans une zone grise, il est toujours dans les sentiments exacerbés, dans la beauté ou dans la chute, et ça en fait un personnage remarquablement romantique et assez fascinant. Qu'on peut voir jouer avec l'équipe de Leeds. Avec Leeds actuellement, absolument. Tous les week-ends, et je ne crois pas me tromper si je peux dire que dans l'équipe bientôt va paraître un papier de vous. Non, c'était aujourd'hui sur le site. Aujourd'hui sur le site, sur la façon dont il est considéré. Les Anglais l'appellent le roi dont le trône est une glacière, puisqu'il est toujours assis sur une glacière au bord du terrain. Comme il y a des écoles en peinture, il y a des écoles en foot. J'aimerais que vous reveniez sur 2 exemples de styles footballistiques, 2 manières de penser l'esthétique du football. D'abord, la plus ancienne, le football total de Rinus Michels, incarné par un homme, bien sûr, Johan Cruyff, à l'Ajax, à Barcelone et dans l'équipe des Pays-Bas. C'était quoi cette équipe? À quoi ça ressemblait? Qu'est-ce que ça mettait en avant? Globalement, avant ça, il n'y avait eu que trois grands principes. Il y avait eu le WM, là ça fait c'est 3, 2, 2, 3, ça fait W dans un sens et M dessous, qui a duré longtemps, jusqu'au début des années 50. Au milieu des années 50, il y a eu le 4-2-4 du Brésil de Pelé, qui a été à peu près l'idée jusqu'en 1970, et est arrivé à la fin des années 60, mais qui a dominé l'Europe au début des années 70. Le football total de l'Ajax Amsterdam, en fait, c'était total parce que tout le monde attaquait, tout le monde défendait. Jusque-là, les rôles étaient séparés. Et lui, non seulement tout le monde défendait et tout le monde attaquait, mais en plus, tout le monde était interchangeable. Tout le monde pouvait occuper plusieurs postes dans l'équipe. C'est-à-dire qu'à la perte du ballon, c'est pas grave si l'arrière-gauche était à droite et le milieu droit et l'ailier gauche. Tout le monde se réorganisait de manière à ce que chacun puisse compenser l'autre. Et ça a été une vraie révolution. Alors, c'est évidemment Johan Cruyff qui lui a donné un sens. Mais c'était une révolution à la fois philosophique, esthétique, mais aussi athlétique. Très clairement, il fallait courir aussi plus que les autres pour être un peu plus génial que les autres. Un autre style, cette fois-ci, c'est Jürgen Klopp. Il a lui-même défini son style comme étant une symphonie de heavy metal. Il entraîne actuellement Liverpool après avoir entraîné Mayence et Dortmund. A contrario, qu'est-ce que c'est le style de Jürgen Klopp? Qu'est-ce qu'il met en avant? Mais heavy metal, ça correspond assez bien parce que c'est beaucoup plus agressif que mélodique. Alors je ne voudrais pas me fâcher avec personne, il y en a peut-être qui trouvent que le heavy metal est mélodique, mais
Mais oui, c'est très agressif, c'est très rythmé. Tout repose sur la capacité à agresser l'adversaire et à lui faire très mal très vite. En fait, les phases de préparation sont réduites, mais le but, c'est le pressing, c'est ce qu'on appelle le contre-pressing, c'est-à-dire qu'on perd la balle, recommencer à presser tout de suite pour faire reculer l'adversaire, et ça va à 3000 à l'heure, et il change jamais sa défense, il change jamais son attaque, il n'y a que les milieux qui tournent un peu, c'est la salle des machines, donc c'est les joueurs qui doivent se reposer. Et esthétiquement, c'est un peu différent comme démarche, mais en même temps, c'est un foot qui va vers la conquête. C'est pas du tout un football épicier, c'est pas un football restrictif, c'est un football éclaté. C'est sans doute la tendance la plus moderne qu'on puisse voir du foot aujourd'hui au niveau collectif. Entre les deux, il y aurait quand même eu le grand Barça de Guardiola, qui était un football de possession, mais qui est en train de chuter. Proche du football total. Mais qui est en train de chuter parce que tout le monde a trouvé le contrepoison, en fait. C'était le pressing, et justement... Donc maintenant, je sais pas ce que sera la prochaine tendance du foot esthétiquement et stratégiquement. Alors justement, on a l'impression que du point de vue athlétique, par rapport notamment aux années où jouaient George Best ou Johan Cruyff, le foot est devenu de plus en plus rapide, de plus en plus athlétique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de statistiques, des styles très très différents qui se sont développés. Jusqu'où peut aller le football ? Quelles peuvent être les évolutions, notamment esthétiques, du foot dans les années à venir ? Mais je pense que déjà le niveau athlétique va continuer à monter. Les joueurs. C'est possible d'aller plus vite que 38-39 km/h ? C'est possible d'être plus grand et d'aller aussi vite, par exemple, d'être plus puissant et d'aller aussi vite. On voit bien l'évolution, par exemple, des gardiens qui faisaient 1m70 dans les années 70, 1m80 dans les années 80, et aujourd'hui qui font 1m95 ou 2 mètres. Donc je pense que ça sera pareil pour les joueurs de champ. Ils seront plus forts techniquement. Ils seront plus intelligents, ils descendront plus vite. De toute façon, la différence au très haut niveau, c'est de s'adapter au manque de temps et au manque d'espace. En fait, on voit un joueur de haut niveau parce qu'il n'a pas besoin de temps pour s'organiser quand il reçoit le ballon, parce qu'il a déjà vu avant toutes les solutions, il a déjà décidé. Donc il n'a pas de temps, parce qu'il faut qu'il décide en 1/10 de seconde, il n'a pas d'espace parce que 2 adversaires viennent de le presser. Mais c'est déjà, avant de recevoir le ballon, ce qu'il va faire. Donc, c'est ça, il va falloir réfléchir plus vite, et c'est la seule évolution possible. Après, à moins de changer les règles, d'enlever un joueur pour augmenter un peu l'espace, je vois pas comment on pourrait révolutionner plus qu'il n'a été récemment. Je vais vous citer une phrase de quelqu'un dont le rêve aurait été d'être gardien de but. Il était d'ailleurs gardien de but à Oran, mais comme c'était un garçon très malade, il est devenu écrivain et philosophe. Il s'appelle Albert Camus. Le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités. Comment vous comprenez cette phrase ? Il y aurait de la morale dans le foot ? Ça dépend des jours. Est-ce qu'il y a de la morale dans le foot ? C'est une bonne question. Je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il voulait dire. Alors, selon vous, qu'est-ce qui... Non, il voulait dire que humainement et... Je pense qu'il voulait dire que faire partie d'une équipe, ça apprend à vivre avec les autres, ça apprend à vivre ensemble, ça apprend à respecter les règles, ça apprend à respecter l'autre, et qu'il y a peut-être d'autres aspects de la vie qui lui ont moins bien appris ou moins vite, ou voilà. Mais la morale dans le foot, je sais pas, je vois pas pourquoi il y aurait plus de morale dans le foot que dans le reste de la vraie vie. Non, je suis pas sûr qu'il y ait toujours beaucoup de morale dans le foot, mais en même temps, on est attaché à son injustice. C'est important que, dans la mesure où c'est un jeu, c'est important que les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes conséquences. C'est important que tout ne soit pas juste. C'est important que ça soit injuste. C'est pour ça que parfois le VAR, l'arbitrage vidéo m'énerve parce que ça veut créer, ça veut faire croire qu'il y a des situations binaires, qu'il n'y a plus de zone grise, il y a hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas d'incertitude. Parfois, je préfère l'incertitude, je préfère l'injustice. Je vis mieux avec l'injustice qu'avec la certitude que nous propose aujourd'hui l'arbitrage vidéo. Donc, je ne sais pas s'il y a une morale, mais il faut que ça soit il faut que ça reste une matière vivante et soumise à des aléas et tant pis s'il y a
Et tant pis si toutes les victoires ne sont pas morales. Au contraire, c'est ce qui fait la légende du foot et ce qui fait sa beauté, mais dans le sport en général, c'est cet écart entre les attentes et la réalité, dans tous les cas. Je veux dire, ce qui est fantastique dans le sport en général et dans le foot, c'est d'être tout d'un coup immensément heureux ou immensément triste. C'est un peu les deux. Et ce qui est terrible aujourd'hui avec l'arbitrage vidéo, c'est qu'on se retient d'être immensément heureux et immensément triste, puisqu'il faut attendre à peu près 2 à 3 minutes pour savoir si on a raison de l'être. Et ça, je trouve que c'est un bouleversement de l'expérience de fan qui est très difficile à supporter. Alors, je vais rester là-dessus parce que j'imagine que ce que veut dire Camus aussi, c'est qu'on peut réfléchir sur le foot. On peut philosopher sur le foot. D'ailleurs, il y a certains livres qui le font. Vous le pensez vraiment que ces 11 bonhommes, 22, quand ils sont face à face, qui tapent derrière un ballon, comme disent certains, ça peut provoquer une réflexion? Bien sûr, ça peut provoquer une réflexion parce que on peut pas juste considérer la place du foot dans la société aujourd'hui comme étant le résultat d'une société du spectacle. Ça va au-delà de ça. Et puis c'est pas juste un sport auquel tout le monde aime bien jouer parce que les règles sont faciles à comprendre et qu'on a commencé dans la cour de la récré. Il y a forcément autre chose que ça. Le foot représente forcément plus que ça. Et aujourd'hui, en gros, tout le monde joue au foot de la même manière. Je veux dire, c'est un peu le défaut du XXIe siècle avec la mondialisation. Tout le monde voit des images, tout le monde connaît les stratégies. Il y a un peu une uniformité. Mais dans les années encore 70 et 80, on voyait jouer une équipe, on pouvait presque dire de quel pays elle était, en tout cas de quelle zone de l'Europe ou de quelle zone du monde elle se trouvait. Et donc, moi je suis plutôt... Je pense qu'on peut donner quand même un sens à tout ça et que c'est normal d'y réfléchir. Et ça serait quand même terrible que le sport le plus populaire de la planète ne provoque aucune réflexion chez les intellectuels ou chez les autres. Mais justement, on peut ressentir une forme de mépris, on revient à ce dont vous parliez en début d'entretien, de certains intellectuels, en tout cas pour le foot, le considérant un peu à part. On peut le voir aussi dans le monde littéraire. Il y a des pays où il y a une forte littérature de foot, l'Angleterre, l'Italie, l'Argentine. En France, très peu. Pourquoi, selon vous, il y a cette coupure entre foot et culture acceptée? C'est simple, je vais vous dire, moi ça fait 1 an et demi que je suis au Musée National du Sport à Nice, et ça fait 1 an et demi que j'essaie de mettre du foot dans le musée, mais je vais peut-être y arriver là enfin maintenant. C'est-à-dire que tous les gens qui travaillent au musée sont des gens issus de la culture, c'est des conservateurs, des conservatrices, c'est des gens qui sont remarquablement compétents, vraiment qui connaissent bien leur métier, mais qui voient arriver le foot dans le musée comme quelque chose, non c'est pas possible, quoi. Pas le foot. Tout ce que vous voulez, mais pas le foot. Donc je pense qu'il continue d'y avoir comme ça un rejet d'une partie de la population, mais en même temps c'est peut-être aussi lié à l'appétit du foot, de vouloir tout manger, le temps de la télé, le temps familial, le temps. C'est vrai que le foot ne laisse pas beaucoup de place aux autres, donc peut-être que ce mépris-là est aussi une manière de contester sa place. J'aimerais juste que les arguments soient un peu plus convaincants parfois. Vous, quand vous écrivez sur le foot, c'est quels auteurs que vous avez en tête ou c'est... Par rapport au foot, ouais. C'est pas forcément des auteurs de foot. Quand j'écris sur le foot, ça dépend des moments. En fait, pour chaque livre que j'ai écrit, je relisais 3-4 livres autour qui stylistiquement m'intéressaient parce que je voulais trouver une fluidité, ou je voulais trouver un rythme, ou je voulais trouver un décalage, ou je voulais trouver un regard. Mais je lis des livres de foot pour le plaisir plus que pour écrire, alors qu'il m'arrive de lire d'autres livres parce que je sais que ça va enrichir l'écriture. Mais il y a de plus en plus de bons livres de sport et de bons livres du foot. Voilà. C'est quand même, il y a de plus en plus d'écrivains surtout qui acceptent d'écrire sur le foot. Et bon, on voit en France, il y a Olivier Guèze qui a été pris Renaudot. Voilà, il y a eu Jean-Philippe Toussaint, qui est belge, mais qui a écrit également sur le foot. Voilà, il y a vraiment de plus en plus d'écrivains reconnus. Et c'est quelque chose qui peut aider
à combler un petit peu le fossé, oui. Parce que justement, il y a une image qui est traditionnellement associée aux footballeurs, c'est bête, un footeux. Médiatiquement, intellectuellement, c'est bête. Vous pensez quoi de cette image qui reste encore à coller Ouais, je sais qu'on dit que c'est des imbéciles qui courent en short. Bon, d'abord, s'ils courent en short, c'est parce qu'en pantalon, c'est pas pratique. Ensuite, ils sont pas bêtes. Parfois, ils sont bêtes. Mais oui, bien sûr. Mais ils sont pas plus bêtes que les autres. Ils ont même des capacités d'adaptation absolument incroyables. C'est des gens qui arrivent dans un nouveau pays, qui apprennent la langue à peu près en 3 mois, qui en fin de carrière peuvent parler 5 ou 6 langues, et en fin de carrière, ils ont quand même 31 ans. Ils peuvent parler 5 ou 6 langues, ils peuvent négocier des contrats à peu près avec tout le monde. Ils s'immergent dans des cultures différentes à une vitesse absolument phénoménale. Ils ont des capacités d'adaptation que tout le monde n'a pas. Ils ont une intelligence aussi dans la perception du jeu qui montre quand même un cerveau qui va plus vite que les autres. Parce même un footballeur bête, qu'on considère comme bête parce qu'il va pas réussir à faire 3 phrases ou qu'il fera des mauvaises liaisons ou des mauvais pluriels, et bien même un footballeur bête, il a une intelligence folle en 2 secondes, en 3 secondes sur le terrain. Donc c'est compliqué. Là pour le coup, c'est vraiment le coup du mépris. Alors on confond la bêtise et le manque de culture parfois. Et ça, c'est vraiment très cruel et très injuste. Parce que c'est un mépris de classe envers des gens qui n'ont pas fait d'école, qui ne sont pas allés au lycée, qui sortent du prolétariat, qui n'ont jamais lu, mais qui parfois sont transformés. Moi, j'ai connu Zidane quand il avait 18 ans ou 19 ans. Il n'était pas capable de faire 2 phrases, ou il était trop timide pour ça. Et aujourd'hui, il est capable de parler devant des assemblées entières et d'être brillant et d'être drôle et d'avoir un charisme fou. Donc, voilà, ce sont des gens qui évoluent, qui grandissent, et leur carrière, c'est un peu leur université. Mais il ne faut pas les juger à 18 ou 19 ans. Bon, à part Mbappé, qui à 18 ans parle comme s'il avait 30 ans, mais c'est vraiment très rare. Et ce jugement-là est injuste. Je l'entends pas pour les chanteurs ou pour les acteurs. Voilà. Alors que c'est à peu près la même chose. J'ai une dernière question avant qu'on passe aux questions du public. C'est justement sur ces figures du foot, on en a évoqué quelques-unes ce soir, comme Cruyff, George Best ou Maradona, mais il y en a eu d'autres, des figures romantiques. Je voulais vous demander si le foot n'avait pas un peu perdu de son romantisme, si le monde footballistique n'était pas aujourd'hui plus lisse, plus aseptisé. Ça dépend ce qu'on définit comme le romantisme. Si le romantisme, c'est une attitude ou un esthétisme, ça existe toujours. Si le romantisme, c'est que la chute soit spectaculaire et rapide et l'oubli immédiat, ça existe un peu moins, parce que heureusement les footballeurs sont mieux conseillés, sont ruinés un peu moins vite et se débrouillent mieux. Si le romantisme, c'est de laisser une trace, je pense que ça existe toujours. Le romantisme, en fait, c'est le souvenir qu'on peut avoir d'un joueur et qui durerait plus longtemps que sa grâce. Parce que ce qui est assez fascinant dans le sport en général, c'est le moment de la perte de la grâce. C'est le moment où le joueur en mouvement incarne quelque chose, et puis soudain, à l'arrêt en civil, il représente beaucoup moins, parce que justement, le mouvement et la grâce sont partis. Mais ce basculement-là, moi, je le trouve romantique. Voilà, ce retour dans la vie réelle, je le trouve cruel, dur et romantique. Mais c'est peut-être pas le sens de romantisme que tu voulais dire. Non, voilà, c'était plus le sens George Best, mais est-ce qu'il y a des joueurs sur lesquels vous avez envie d'écrire, des joueurs contemporains? Des joueurs contemporains, je sais pas, parce que moi j'aime bien qu'un peu de temps, pour savoir ce qu'il en reste, il faut qu'un peu de temps soit passé. Et puis je suis comme tout le monde, je préfère écrire sur ma jeunesse ou sur les héros de ma jeunesse que sur les héros d'aujourd'hui. Je les trouve pas moins intéressants, mais peut-être que leur vie est un peu différente. Mais si on cherche un romantique, je pense que l'histoire de Marco Verratti, par exemple, au Paris Saint-Germain, ça peut être passionnant. C'est quand même quelqu'un qui sort tous les soirs, du lundi au vendredi, et qui mène la vie de George Best à Paris, et qui fait le choix, qui peut être romantique, de vivre sa carrière comme ça. Il préfère être parfois blessé, pas être toujours bon, mais vivre cette vie-là. Ça peut être romantique, d'une certaine manière. Alors, la suite, c'est vous, c'est vos questions. Je crois qu'il y a un micro. Oui,
qui arrive pour passer dans le public. Oui, madame, et ensuite monsieur. On va commencer par vous, merci. Moi, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu du foot féminin. Est-ce que ça vous apporte autant de plaisir? Est-ce que vous pouvez en parler de la même manière ou voilà. Alors, plutôt oui, mais je vais dire que je ne suis pas forcément une généralité, mais je sais qu'en 2011, il y a eu la Coupe du Monde en Allemagne, j'étais en vacances et je suis allé passer 8 jours en Allemagne pour voir ce que c'était en vacances, pour mon plaisir personnel. Et j'avais adoré ça. Je suis retourné voir l'équipe de France, pareil, en vacances en famille pour les Jeux de Londres en 2012. Et en 2019, pendant la Coupe du Monde, j'avais fait le choix de suivre l'équipe de France féminine plutôt que suivre les hommes qui jouaient 3 matchs d'éliminatoires à l'Euro. Donc moi, j'aime bien le foot féminin. Je m'y intéresse plutôt. Je dis pas que tout le monde s'y intéresse, mais c'est le sens de l'histoire. C'est vraiment le sens de l'histoire. L'axe principal du développement du foot dans le monde dans les 20 ans à venir, c'est via le foot féminin. Je pense qu'on va pas aller plus loin autour du foot masculin. Il y aura pas plus de monde qui va s'y intéresser. On va pas développer sa base populaire ni sa base de pratiquants. En revanche, le foot féminin va se développer énormément, y compris en France. Après, il faudrait que le championnat de France soit un peu plus dense, un peu plus intéressant. Il faut absolument que les clubs professionnels masculins aient tous une équipe et qui mettent un peu d'argent là-dedans. Parce qu'on est à un moment du basculement où l'ancien modèle militant en foot féminin en France, de Soyaux, de Juvisy ou des choses comme ça, est en train d'être dépassé par justement le modèle issu des clubs professionnels comme Lyon. Donc voilà, maintenant aussi je pense que le foot féminin est une bonne partie de l'avenir du foot, voilà, absolument. Mais de toute façon, c'est le cas dans beaucoup de pays. Hein. Je veux dire, vous regardez des séries américaines, les mères de famille, leur surnom c'est Soccer Moms, les mères du foot. Donc voilà, c'est pour dire l'importance dans la société, notamment aux États-Unis, du foot féminin, qui est plus important que le foot masculin et où les filles ont obtenu par procès le traitement équivalent au genre masculin. Monsieur, vous aviez aussi une question ensuite. Oui, bonjour, bonsoir. Alors, une remarque et une question. Une remarque, vous avez tout à l'heure dit que le football c'est un sujet de débat et vous avez attribué le 4-2-4 au Brésil. Alors, je voudrais rendre justice à mes héros hongrois, puisque selon moi, c'est Gustave Seibes qui a mis en place le 4-2-4 en novembre 53 à Wembley contre les Anglais. Le fameux 6-3. Voilà, c'était juste pour débattre. Une petite question. Vous avez très bien parlé des relations qu'il y a entre les classes populaires et le football. Il y a un récent livre, Histoire populaire du football, qui y revient. De Michael Correia. Ouais. Qui est dans la librairie. Et qui effectivement atteste que le football devient un sujet sérieux et tout à fait digne d'intérêt. Contrairement à une idée reçue, c'est quand même les ouvriers, les classes populaires qui ont introduit l'argent dans le football. Hein, à la fin du 19e siècle, lorsque les ouvriers allaient s'offrir aux usines les plus offrantes. Il y a une récente série sur Netflix qui en parlait très bien. L'aristocratie, elle, et la bourgeoisie voulaient surtout pas d'argent dans le football. Et puis je trouve qu'il y a eu un retournement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Dans les années 70 puis 80, Margaret Thatcher a chassé les supporters anglais des stades sous couvert de lutte contre le hooliganisme en augmentant les prix des places. Donc les prolétaires se sont retrouvés hors des stades. Et puis très récemment, on s'aperçoit à travers notamment l'affaire Mediapro que non seulement ils sont chassés des stades, mais désormais ils sont même chassés des retransmissions télévisées. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus au stade et que désormais ils ne peuvent même plus voir les matchs à la télévision. Alors qu'est-ce que vous en pensez, et notamment de cette affaire Mediapro ? Merci. La question était... Il y a beaucoup d'incidentes dans la question. Sur l'origine du foot, concrètement en France, l'origine du foot en France, c'est que on va résumer ça de manière assez triviale, hein, c'est que les patrons et les curés se sont mis d'accord pour que le dimanche, l'ouvrier passe pas le 7e jour à rien faire. Que le matin, il aille à la messe, que l'après-midi, il aille au foot, et qu'il boive un peu moins avant de reprendre le boulot le lundi matin. C'est comme ça que ça s'est fait. Les clubs sont divisés en deux, les clubs de patronage, les clubs des patrons, voilà. Ça, c'est l'histoire du foot en France. Après, sur la mise à l'écart du public en Angleterre, c'est quand même lié aussi à la catastrophe d'Hillsborough en 89 et aux 96 morts à Sheffield,
Et c'est aussi la fin donc des tribunes debout qui a créé aussi l'augmentation des prix des places, etc. C'est pas seulement, même si elle a fait beaucoup de mal en Angleterre, c'est pas seulement Margaret Thatcher, c'est aussi ce virage sécuritaire. Sur Mediapro, moi je trouve ça insupportable que cette semaine, pour suivre tout le foot en France, il faille 4 abonnements. C'est quelque chose, c'est pas supportable. Je trouve que la Ligue de football professionnel, parce qu'elle s'appelle plus une Ligue nationale de foot, que la Ligue de football professionnel, c'est complètement a failli à sa mission vis-à-vis des supporters, vis-à-vis des consommateurs de foot que nous sommes, puisqu'ils nous appellent des consommateurs, sous prétexte d'une augmentation des droits, en nous imposant cette obligation. Alors je pense que ça ne va pas durer. Je pense que Mediapro va devoir va chercher à se retirer assez vite, et que les cartes vont être redistribuées, et qu'on va retrouver des diffuseurs un peu plus traditionnels. Mais bien sûr, il y a là un cynisme qui est assez peu supportable, j'en suis tout à fait d'accord. Après vous, une question de GG, notre numéro 10. Bonsoir. On parlait tout à l'heure du côté romantique du foot, quelque part. Donc le foot, ça a toujours été un sport très simple, très populaire, mais au premier sens du terme. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui qu'avec tous ces nouveaux projets qui viennent, cette évolution qu'on connaît depuis quelques années, mais surtout les nouveaux projets, le nouveau projet de Ligue des Champions, par exemple, la récente idée d'une Super Ligue européenne, fermée, voilà, ou encore, je prends un exemple qui existe, la Ligue des Nations. Je regardais la dernière fois une vidéo de Griezmann et Ousmane Dembélé qui se filmaient à Clairefontaine, et Griezmann pose la question à Dembélé, donc il y a un joueur de l'équipe de France qui lui dit: est-ce que tu connais les règles de la Ligue des Nations? Et Dembélé, mort de rire, lui dit: franchement, je ne sais pas du tout ce que c'est, alors que c'est un joueur de l'équipe de France qui est sélectionné pour jouer des matchs de Ligue des Nations. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec toutes ces nouvelles compétitions ou ces nouveaux projets un peu farfelus, un peu plus compliqués à suivre, on perd ce côté, cette connexion au réel, voilà. Mais en fait, tout n'est pas comparable. La Ligue des Nations, c'est juste une compétition un peu artificielle qui est destinée à rendre les matchs internationaux un peu plus intéressants que les matchs amicaux. Elle fait de mal à personne, elle offre un strapontin pour les se qualifier pour l'Euro, pour la Coupe du Monde au dernier moment. C'est un peu différent. Sur le grand projet de Ligue européenne, tel qu'on en a parlé récemment, en général, c'est pas prévu pour voir le jour. C'est juste organisé pour être un levier pour que les grands clubs puissent négocier un peu plus de revenus auprès de l'UEFA. Donc cette fois encore, d'après nos informations, c'est pas un projet qui est vraiment sérieux, enfin qui est pas sérieux. C'est un projet sérieux, mais c'est pas un projet qui va voir le jour. C'est juste un élément de négociation pour les revenus du football entre les clubs et l'UEFA. Donc je pense que ça va rester là. Mais si jamais, moi je pense qu'il y a 2 tabous absolus qu'il ne faut pas toucher. C'est qu'il ne faut pas toucher aux championnats nationaux, parce que c'est la base du foot. Et à l'intérieur des championnats nationaux, il ne faut pas se toucher au système pyramidal. L'essence même du foot et du sport en France et en Europe, c'est que toutes les histoires soient possibles, c'est qu'on puisse partir de tout en bas pour arriver tout en haut. À partir du moment où on serait sur un modèle américain avec une ligue fermée, plus de descente, plus de montée, je pense que là, ça serait vraiment la mort du foot. Donc moi, c'est surtout à ça que je suis attaché. Tant que toutes les histoires seront possibles, même s'il y a des choses un peu artificielles, même s'il y a 4 qualifications en Ligue des Champions pour les 4 grands pays, mais Chambly en finale, et c'est injuste pour les autres, etc. et tout, il n'empêche que tant qu'on peut partir tout en bas pour arriver tout en haut, au moins on respecte un peu l'essence de l'histoire du sport européen. Voilà. Monsieur. Oui, alors moi je voulais vous évoquer avec vous, moi qui suis commencé à m'intéresser au football vers, on va dire, la fin des années 70. Bon, actuellement il y a la Ligue des Champions, on est bien d'accord que le niveau il est exceptionnel, et pour autant, moi je fais partie de ceux qui sont, j'ose le mot, qui sont nostalgiques des matchs de Coupe d'Europe, les matchs aller-retour. J'ai un exemple bien en tête, un exemple qui me va droit au cœur, comme peut-être des gens autour dans cette salle, c'est la fameuse victoire du FC Metz à Barcelone, en 84, dont le match d'ailleurs n'avait pas été télévisé.
Non, Là il aussi. y avait que 2 journalistes français à Barcelone. Exact. Il y avait Jean-Marie Fif-Macher pour le Républicain Ouais. Lorrain et Dominique Rousseau pour l'équipe. Exact. 2 Français dans tout le stade. Je suis aussi nostalgique des exploits de la JOCR en Coupe d'Europe. Et c'est vrai que c'est la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que vous penseriez? Je ne pense pas que ça reviendra comme avant, si je puis dire. Et pourtant, je trouve que ça avait plus de charme, ces matchs aller-retour, au niveau des Coupes d'Europe. Je trouve que le système actuel, quand même, il préserve les 2 choses. Il offre plus de matchs aux télés et aux grands clubs, qui veulent plus de recettes. C'est aussi profitable aux petits clubs, parce que ça permet de jouer 6 matchs au lieu de 2. Et que malgré tout, jusqu'en 2024 au moins, il y aura toujours 8e, quart et demi-finale en match aller-retour. Donc il y a à la fois les 2 formats un peu mélangés. Ce qu'on a vu à Lisbonne au moment du final 8, c'est évidemment quelque chose d'assez exceptionnel, mais c'est quelque chose auquel l'UEFA va réfléchir, peut-être pas pour un final 8, mais je pense qu'après 2024, elle va réfléchir à une phase finale dans une même ville, avec demi-finale et finale, pour faire une espèce de semaine assez fantastique. Voilà. Mais bien sûr que les matchs aller-retour, c'est l'essence de la Coupe d'Europe. Mais après, sur le fond, je pense qu'il faudrait faire évoluer. Par exemple, il faudrait arrêter de considérer que le but à l'extérieur vaut double. C'est quelque chose qui représentait qui avait un sens dans la préhistoire du foot. Je trouve qu'aujourd'hui, ça ne se justifie pas, que ça ferme les matchs, que ça empêche de jouer. Voilà. Moi, je supprimerais la règle du but à l'extérieur. Après, on aura peut-être trop de tirs au but, c'est possible, mais je supprimerais la règle du but à l'extérieur. Encore une question de monsieur et de vous derrière. Moi, je voulais revenir sur l'affaire Mediapro, parce que là, la fédération, les instances se sont un petit peu donné des bâtons, parce que leur fameuse histoire d'enchère à l'aveugle, telle qu'il a été pratiqué, a fait grimper d'une façon phénoménale les droits. Aujourd'hui, c'est remis en question. C'est remis en question à tel point que si ça ne s'arrange pas, je crois savoir qu'il y a 50% des clubs qui sont en faillite. Ça va être reparti, les cartes vont être redonnées, mais jamais au niveau où c'était monté. Comment ça va se passer avec les budgets des clubs qui se sont fait, entre guillemets, plaisir en peut-être surévaluant les entrées? C'est très compliqué parce que les clubs français qui sont dirigés par des grands visionnaires avaient déjà commencé à dépenser l'argent avant que le contrat commence. Certains dirigeants français, tout aussi visionnaires, ont voulu figer les résultats après 28 journées, et donc que le championnat ne reprenne pas, et donc on fait en sorte que les contrats de Canal et de beIN s'arrêtent pour justement faire toute la place au contrat Mediapro qu'elle ait tout changé. Donc finalement, on n'a pas fini le championnat, on n'a pas eu l'argent de beIN et de Canal de la fin du contrat, et Mediapro n'a pas envie de payer. Donc pour ça, on a vraiment tout gagné. Et parallèlement, le modèle économique des clubs français repose sur le trading de joueurs, sur la vente de joueurs, et compte tenu du Covid, presque les clubs européens n'ont pas d'argent et personne n'a rien vendu, à part Lille qui a réussi à vendre Osimhen à 70 millions à Naples. Personne vraiment a fait des gros transferts. Donc là-dessus, on est complètement perdant. Je pense quand même que jamais les clubs français ne vont toucher ce qu'ils espéraient toucher, très clairement. Quel que soit l'arrangement, soit une négociation avec Mediapro, soit une signature avec des nouveaux partenaires, ça sera forcément à un niveau inférieur, au moins la première année. Après, il faudra peut-être inventer autre chose pour que des télés remettent un peu plus cher. Mais oui, bien sûr, ça va être terrible, mais ça pose aussi le problème du modèle économique des clubs français. Le modèle économique des clubs français, c'est que, je sais que par exemple Dunkerque, ils ont 8,5 millions de budget, et dont 5 millions de droits télé. Mais c'est pas normal, ça correspond à rien. On ne peut pas avoir pour seule stratégie de bénéficier de l'argent de la télé. Il y a bien un moment où il faut être entrepreneur, il faut investir. Enfin, je veux dire, c'est pas. Je suis pas sûr que la mutualisation des droits soit absolument la solution pour tout. Voilà, je me pose un peu la question. Concrètement, il y a quelque chose dont on parle jamais, et ça je me le reproche, ou je reproche, c'est qu'il y a beaucoup de présidents actionnaires dans les clubs qui touchent des dividendes sur le bénéfice qu'ils font avec les droits télé, mais qui font rien pour faire avancer la compétitivité du foot français parce qu'ils prennent jamais de risques. Et ça, voilà, je trouve que c'est un des effets pervers du système. Merci. Une dernière question. Ici,
Merci. Je vais faire plus court. Moi, j'ai on peut peut-être l'impression... les prendre ensemble et comme ça. On va Moi, prendre 3 questions. j'ai l'impression que le football peut survivre à beaucoup de crises. Est-ce que vous pensez que le football pourrait être atteint ou pourrait survivre à une crise concernant la question du dopage? Alors, quoi, vous voulez dire qu'un jour on dirait la vérité? C'est une boutade. Je sais pas, pour qu'il y ait une crise du dopage, il faudrait, que ça soit révélé, qu'on ait les preuves, que ça soit général, institutionnalisé. On voit bien que dans l'histoire du sport, ce qui est perçu comme des initiatives d'un club ou d'un joueur, ça ne remet pas trop en cause les équilibres. Je veux dire, même l'haltérophilie, où ils sont tous pincés, où les 25 derniers qui se sont fait contrôler, ils ont envoyé un copain, ils arrivent quand même à être encore aux Jeux Olympiques. Donc c'est bien qu'on peut s'en sortir. Et que pour le coup, il n'y a pas beaucoup de morale. Donc non, je pense pas. Je dis pas que le dopage n'existe pas dans le foot, parce qu'on peut pas rechercher sans arrêt les gains marginaux, sans réfléchir à ça, et sans jouer finement avec la frontière entre la préparation scientifique et la préparation médicale. Il y a forcément des fois où on passe la ligne. Ça paraît évident. Mais je ne pense pas que ça soit institutionnalisé à l'échelle d'un pays, par exemple. Mais il y a des clubs qui ont des recettes, évidemment, oui, tout ça, très probablement. 2 dernières questions. Ah non, alors 3. Court, du coup, les questions, s'il vous plaît. Non, mais court, ça veut dire quoi? Non, mais tout à l'heure, on disait comme quoi le football, c'était un sport populaire. Moi, je dis plutôt, c'était le sport des pauvres. Parce que quand j'étais gamin, le seul sport qu'on pouvait faire, c'était le foot qui coûtait pas cher. C'était là où on voyait tous les gamins du quartier qui traversaient la route pour aller au stade. Par contre, quand j'entends la Bachelot, et parce que je ne me souvenais plus de ça, quand elle dit les caïds, c'est ça, hein, elle a traité les caïds. Est-ce que l'élite, encore aujourd'hui, et je pense qu'encore aujourd'hui c'est ça, qui disent c'est la réussite des pauvres, que des gens pauvres dans un quartier qui puissent devenir champion du monde ou devenir et porter le maillot d'une nation, être les représentants, c'est peut-être ça que l'élite ne voulait pas voir ou critique tout le temps ou... Vincent Duluc. C'est un soupçon envisageable qu'une certaine classe n'accepte pas la réussite financière qui peut leur apparaître vulgaire de gens issus de la pauvreté et qui n'ont pas fait d'études. C'est un soupçon. Je pense que c'est un peu plus ambigu et compliqué que ça. C'est la question des modèles un peu dans la société. Ce qui serait bien, c'est que le seul modèle des quartiers populaires ou pauvres, ce ne soit pas que des footballeurs ou des rappeurs, que ce soit aussi des médecins, des ingénieurs et des choses comme ça. Mais ça, c'est un problème beaucoup plus vaste. Mais peut-être qu'il y a un petit peu de ça au départ. Ouais. Monsieur. Un des 2 frangins. Notre défense centrale. Axe droit. Oui, oui, bonsoir. Je voudrais évoquer le problème de l'argent dans le football actuellement. Donc le premier pour moi, si j'avais ça le problème, c'est au niveau des salaires où je trouve que c'est vraiment du grand n'importe quoi et ça ne correspond plus à rien du tout. Même si on dit après que voilà, ils ont une carrière qui est courte, ils s'entraînent, effectivement, ils sont pendant 10 ou 15 ans vraiment professionnels et là, leur vie familiale doit être un petit peu compliquée, je l'admets. Mais là, il y a des sommes là, qui ne correspondent plus à rien, à mon avis. Deuxième chose, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, le prix des places dans les stades qui augmente infiniment et qui, on dit que c'est un sport populaire, mais là, ça commence à devenir assez cher pour aller au stade. Je prends l'exemple d'Angleterre, mais en France, on y arrive tout doucement également. Et troisième chose, donc au niveau des budgets des clubs professionnels, par exemple, la France est un très bon exemple avec le Paris Saint-Germain, où on voit malheureusement que le club qui a le plus de moyens financiers
est sûr de terminer premier au niveau du championnat français. Moi, ça me pose vraiment un énorme problème. Alors, on va juste prendre aussi la question derrière, comme ça, on prend les deux dernières questions. Il faut que je me souvienne des 3 parties, donc après je rebouillais. Le fric dans le foot. Moi j'ai la mémoire d'un poisson rouge à mon âge. Donc déjà les 3 questions sur l'argent. Non mais je me souviens. Alors sur les salaires, sur les salaires, c'est pas tellement la question, pas de savoir si c'est indécent ou pas indécent, parce que c'est indécent. Mais la question, c'est qu'on est dans une activité purement capitaliste. Le foot, c'est vraiment on est dans le capitalisme absolu. Donc en fait, c'est une question d'offre et de demande. C'est une question de concurrence. C'est combien d'argent il faut donner à un grand joueur pour qu'il accepte de venir jouer en Ligue 1 plutôt que de jouer en espagnol, en Espagne, en Italie, en Angleterre. Et ça, pour les salaires, c'est un vrai problème. Le vrai problème du foot, c'est même pas le salaire des très grands joueurs, c'est le salaire des joueurs moyens. C'est les joueurs moyens qui sont surpayés, c'est les joueurs moyens qui créent les déséquilibres. Les grands joueurs, ils créent de la richesse. On peut regarder les très grands joueurs, ils créent de la richesse. C'est les joueurs moyens qui profitent des salaires des grands joueurs. Eux, ils créent du déficit. Mais je schématise, mais c'est à peu près ma conviction. Ben, c'est pas un très grand joueur. Je sais pas, au PSG, ça pouvait être, je sais pas. Mais oui, ça peut être Valère Germain, ça peut être Strootman. Strootman à Marseille, il touche 500 000 euros par mois. Comment Strootman à Marseille peut toucher 500 000 euros par mois? Est-ce qu'il crée de la richesse ou est-ce qu'il crée du déficit? Ben, chargé, il crée du déficit. Chargé, ça vaut 12 millions d'euros par an. On va juste prendre la dernière question de monsieur. Je finis juste les 2 autres petites choses. Sur les places de stade, quand on est abonné, c'est quand même accessible, y compris en Angleterre. En Angleterre, c'est les places uniques qui sont très chères, mais les abonnés payent entre 20 et 25 livres par match. Ce qui est de l'argent, mais ce qui est moins que les 100 ou 150 livres qui sont demandés aux touristes. Mais je trouve que les clubs, notamment en France, doivent faire attention à ne pas vendre 3 fois le même produit à la télé, à leur public. Enfin bref, il faut faire attention. Si on vend le produit à la télé, il faut que le public paye moins cher. Mais ça, c'est mon point de vue. Et le 3e point, c'était Paris Saint-Germain, un budget de 680 millions d'euros. Et oui, heureusement qu'ils sont champions de France. Le 2e budget, c'est Lyon avec 270. Et encore, sur le 270 de Lyon, c'est pas de la masse salariale. Lyon doit avoir la 4e masse salariale de France. Ils ont le 2e budget, c'est parce que c'est un club qui a son stade et qui rembourse sa dette, etc. et tout. Donc c'est un petit peu différent. Mais bien sûr que de toute façon, c'est toujours les clubs les plus riches qui sont devant, encore une fois, dans une activité capitaliste. Puisqu'on parle de Lyon, dernière question pour le maillot de l'OL. Moi, je voulais savoir, avec toutes les interviews que vous avez déjà faites dans votre carrière, quel était le plus grand entraîneur que vous avez eu la chance de dialoguer? Et pour vous, qui est le meilleur manager ou meilleur entraîneur qui a pu amener quelque chose dans le foot? Merci pour la question. C'est une bonne question. Alors malheureusement, j'ai pas fait d'interview 1 contre 1 avec Guardiola parce qu'il en fait très peu. Il a la même conception que Bielsa. Il considère que les entretiens individuels sont antidémocratiques parce que ça laisse pas égalité les grands journaux et les petits journaux. Ce qui est une vraie conception. Et je trouve ça vraiment très bien. J'aurais bien aimé parler avec Guardiola longuement. Je pense qu'intellectuellement, ça m'intéresse beaucoup. Mais Klopp aussi, son management de Klopp m'intéresse. Après, l'entraîneur qui m'est le plus fasciné en interview, alors ça ne nous rajeunit pas, mais Jean-Claude Suaudeau, c'était assez fascinant, quoi. En plus, on avait peur à chaque question parce que il pouvait répondre c'est vous qui voyez, c'est vous qui le dites, c'est votre avis. Entre autres ellipses. Parce qu'après, il vous expliquait le foot et il disait et là, vous voyez l'autre. Bah oui, forcément. Et là, vous dites mais de quoi il parle? Mais c'était passionnant sur le jeu, c'était passionnant. Et les entraîneurs sont toujours les personnes les plus passionnantes sur le jeu à écouter. Et le peu de foot que je sais, c'est toujours les entraîneurs qui me l'ont appris. Et finalement, on a un bonus. Comme ça, tout le 11 aura posé une question. La question de Kevin, mais c'est vraiment parce que tu as un haut de la Juve. Alors, désolé d'insister, mais je pense que j'écoute depuis tout à l'heure et j'entends beaucoup parler de football professionnel. Et ça serait dommage quand même qu'on ne parle pas de foot amateur en 1 heure de questions. J'en suis issu et je vois d'autres personnes, d'autres éducateurs qui en sont issus également. Je voulais avoir votre regard sur le foot amateur depuis quelques années, voire même quelques décennies, sur son évolution. On parle beaucoup de foot professionnel.
On a parlé tout à l'heure un peu du modèle de ces nouveaux riches qui émergent du foot professionnel, mais ils sont issus du foot amateur. Et est-ce qu'avec ce nouveau modèle, on n'oublie pas un peu le foot qu'on a découvert en première partie avec Nicolas Thuron, le foot des villages, le foot où c'est un peu à l'arrache, où on vient jouer avec les copains et profiter, et où on n'est pas obligé de payer une licence à 150 € ou 300 € ou un abonnement pour aller voir un match à 800 € pour aller voir le PSG. Merci. Mais moi, je suis attaché à ce foot parce que j'en viens aussi. Hein. J'étais un aussi mauvais gardien que Bobo, l'ami de... Et donc, je suis attaché à ça. Je trouve quand même que c'est un petit... Parfois, j'ai envie de croire que c'est à peu près la même histoire. Quand je dis que j'ai envie que toutes les histoires soient possibles de tout en bas jusqu'au tout en haut, comme Auxerre, par exemple, qui est parti du championnat d'honneur de Bourgogne jusqu'au doublé Coupe Championnat et une demi-finale de Coupe d'Europe, je pense que Giroud n'était pas différent en 1962 et en 1996. Et aujourd'hui, le foot amateur, il y a quand même un vrai lien avec le foot pro. C'est d'abord que le foot pro reverse de l'argent quand même pour le foot amateur, que la Fédération française ne serait pas capable de trouver toute seule, si ce n'était pas ponctionné sur les droits télé. Et qu'il y a par exemple au niveau des transferts, il y a un mécanisme qui est très bien et qui entretient ce lien, c'est le mécanisme d'indemnité de club formateur. Selon le nombre d'années qu'un joueur a passé dans un petit club, au moment de son transfert, il touche le club touche 1, 2, 3% ou 4% du transfert. Malgré tout, c'est vrai que je suis toujours choqué parfois par la différence de traitement, rien que sur le traitement de la discipline. Les pros se permettent des choses que chez les amateurs, ça vaudrait 2 ans de suspension. Il n'y a pas d'uniformité parfois dans ce traitement-là. Après, forcément, c'est compliqué parce que le foot amateur, il existe aussi quand même, et il est fêté à travers la Coupe de France. C'est la compétition qui mêle les deux milieux, qui rassemble tout le monde. Il n'y a pas tellement de compétition dans le monde, dans le sport, où à la fois on confronte autant les amateurs et les professionnels. Alors évidemment, c'est les amateurs qui arrivent au 8e ou au 9e tour, la moitié d'entre eux, ils ont été dans des centres de formation, c'est plus les bouchers charcutiers du village. Ils sont souvent payés, indemnisés, etc. C'est encore autre chose. Mais voilà, encore une fois, moi je veux que ça soit toujours une pyramide, et la base de la pyramide, c'est évidemment les amateurs. Mais j'ai pas vraiment de solution sur le déficit de bénévolat, sur le truc. Simplement, j'ai toujours été persuadé qu'une partie de l'équilibre de la société était due au club amateur. Que si les fins de semaine étaient... Enfin, je trouvais que les fins de semaine étaient plus agréables et plus calmes quand il y avait des matchs et quand les mômes jouent le samedi après-midi plutôt de faire autre chose. Donc, c'est assez... En fait, ce qui me va pas, c'est d'opposer les deux milieux. Je trouve qu'ils sont... L'un va pas sans l'autre. Alors évidemment, on sait bien qu'il n'y a pas de footballeur professionnel, et si au départ il n'y a pas de foot amateur. Et que le foot amateur s'estime trahi quand il manque de moyens et quand il manque de perspectives et qu'il a le sentiment d'être oublié. J'ai pas forcément de solution, sauf que au-delà du manque de solution, moi je vois ça comme un tout, clairement. Merci infiniment Vincent Duluc. Merci à vous tous d'avoir participé à cette soirée. Il me reste simplement à vous dire que vous pouvez retrouver dans notre librairie éphémère plein de livres sur le foot, les livres de Nico Thuron et les livres de Vincent Duluc qu'ils vont pouvoir dédicacer, comme ça les discussions aussi pourront continuer si certains d'entre vous voulaient dire d'autres choses. Il y a un chapeau qui tourne à la sortie de cette salle parce que comme vous savez tout est gratuit et donc ça nous permet aussi d'organiser des événements comme celui-là. Les remerciements qui ont été faits au début de la soirée par le président, simplement sur nos prochaines soirées, le vendredi 13 novembre à Thionville, une soirée sur les sciences et le journalisme scientifique, mais ça c'est si Olivier Véran le veut bien, je vous avoue qu'on n'est pas très optimiste, mais pour le moment ça existe encore. Le 11 décembre, nous parlerons des réfugiés avec notamment la géographe Camille Schmoll au casino de Thionville. Et grand entretien le vendredi 15 janvier à 20h au Puzzle avec Laurent Petit-Mangin, auteur de Ce qu'il faut de nuit, un roman absolument exceptionnel qui se passe dans notre région.
Il me reste à vous remercier infiniment pour votre attention. Et encore une fois, merci Vincent Duluc. Merci à vous Bonne tous. soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup.